Le plan numérique de l'école à l'entreprise. Troisième épisode du plan numérique, le balado. Alors, on parle encore une fois d'agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, qui est une des 12 dimensions de la compétence numérique en éducation. Dans le dernier épisode, à l'épisode 2, on a une plus longue description là, de la dimension en question, mais vous pouvez toujours consulter les documents qu'on met en description de l'épisode aussi là, pour aller lire un peu plus sur la dimension si ça vous intéresse. Je vous la résume super rapidement en 4 différents items de la dimension. Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, c'est être capable d'agir de manière éthique, c'est d'être capable d'avoir une réflexion sur l'impact du numérique sur son bien-être, d'être au fait et en réflexion sur les enjeux liés au numérique et d'avoir une réflexion éthique. On en a jasé dans l'épisode 2 avec Jean-François Renaud de chez Adviso. C'était vraiment intéressant. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode 2, je vous invite à aller faire ça avant d'écouter cet épisode-ci. Ouais. Donc, de reculer, on les fait vraiment en ordre, il y a vraiment une suite logique. Donc, on vous invite à les écouter là, dans le bon ordre. Peux-tu nous faire un petit retour là, sur l'entrevue avec Jean-François, Dani? Ben oui, c'est sûr, mais c'est sûr que ça va être assez court. Fait que allez écouter l'épisode, je pense que c'est ça qui est important. Effectivement. Mais ce qui ressortait pour moi, c'est l'éthique est au cœur de la pratique de son entreprise. Puis on n'a pas parlé d'éthique spécifiquement dans des cas spécifiques. Là. On a plein d'exemples. Puis bon. T'as pas des cas de figure spécifiques. Mais ce qui était le fun, c'est que tout ce qui décrivait c'était vraiment au cœur de la pratique de son entreprise. Même quand il parlait de l'importance des soft skills par rapport aux hard skills ou en tout cas, moi, ce que j'ai aimé, là, c'est vraiment une belle démonstration d'entreprise qui démontre dans le quotidien c'est quoi l'éthique, puis que c'est présent à tous les jours, tu sais, qu'il y a une connexion dans tout ça, puis dans les valeurs que les autres transmettent. C'est pas pour rien que dans le plan numérique aussi, là, dans les 12 dimensions, elle est au cœur aussi. Fait que là, on a vu qu'elle est au cœur dans ce qu'on fait en éducation, puis elle est au cœur aussi dans ce qui se fait en entreprise, finalement. Ouais, exact. Je sais pas si c'est toutes les entreprises, mais celle-là, dans la façon que Jean-François en parlait puis qu'il décrivait dans son entreprise, c'était vraiment au cœur de leur pratique à eux, puis que c'était vraiment présent. En fait, je pense que c'est présent dans ses valeurs personnelles, puis je pense que c'est ce qu'il essaie d'amener dans la transmission de ce qu'il amène dans son entreprise avec son cofondateur, là, Simon. Effectivement. Donc, l'autre élément qui ressortait, je trouvais qu'il était intéressant, c'est comment le code d'éthique de beaucoup d'entreprises fait mention maintenant de l'image numérique puis de la relation entre l'entreprise et l'employé, ainsi de suite. Là. Donc, on a mis quelques liens de code d'éthique d'entreprises québécoises, mais il y a d'autres dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, c'est dans la description là, de l'épisode. Là. Oui. Mais si on va voir des codes d'éthique d'entreprise ailleurs dans le monde, à l'international, c'est la même chose. La relation est assez présente entre l'image de l'employé puis la relation avec l'image de l'entreprise. Dernier point que je veux essayer de faire mention, c'est on a parlé aussi d'hameçonnage, puis j'ai donné l'exemple de l'entreprise dans laquelle moi j'étais, des tests qu'on a fait, des choses comme ça, puis de cybersécurité. Je pense que ce qui est ressorti de l'entrevue, puis bon, tu sais, on n'était pas là, c'est pas des avocats, je suis pas un avocat, on n'était pas en droit factuel, mais on a quand même discuté de la relation de l'employé qui pourrait la responsabilité. Ouais, c'est ça. De l'employé qui pourrait mettre en danger une entreprise, tu sais. Mais je pense que ce qui ressortait, c'est l'aspect éducation, tu sais, que les entreprises ont une responsabilité importante d'éducation. Puis c'est un peu ce que nous on avait fait ou ce que je dans mon test de phishing ou d'hameçonnage que j'ai fait là, on a fait après ça une démonstration de la conséquence pour essayer d'enseigner aux gens voyez ce que ça peut occasionner, tu sais. Fait que c'était au cœur de notre stratégie, puis c'est un peu ce que Jean-François mentionnait, là, que dans le fond, l'entreprise a une responsabilité importante de former les employés. Puis là, je te relance la question, hein, qu'est-ce qui arrive à l'école pour ça? Mais si on prépare
justement les élèves à agir citoyen éthique, à réfléchir, à savoir c'est quoi du hameçonnage premièrement, mais on va juste avoir des employés encore mieux préparés. Donc, on vous facilite la tâche au niveau de l'éducation des employés par la suite. Je te propose qu'on aille écouter Alexandre Chenette, qui est mon collègue du récit, qui va justement là nous donner des exemples concrets de qu'est-ce qui se fait à l'école à ce niveau-là, va nous parler là de cette dimension-là, mais va te donner des exemples justement de ce qui se passe à l'école. Super. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté de venir nous jaser sur notre balado, le plan numérique. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter? Ben oui, merci beaucoup de l'invitation, avec plaisir. Alexandre Chenette, je suis enseignant depuis proche 15 ans maintenant. J'enseigne l'éthique et la philosophie au secondaire. Puis depuis bientôt 3 ans, j'ai rejoint l'équipe du Récit national du développement de la personne. Puis je m'intéresse à plein de trucs en éducation, comme comme toi, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, le jeu en éducation, mais aussi le développement de la pensée critique, la réflexion éthique et la citoyenneté à l'ère du numérique aussi. C'est un aspect très important de mes travaux, des choses qui m'intéressent. Ce qui est justement le sujet dont je veux jaser avec toi aujourd'hui. En fait, agir en citoyen éthique à l'ère du numérique est au centre des 12 dimensions. Puis pour expliquer le centre, c'est qu'ils ont fait un visuel des 12 dimensions qu'ils ont mis dans un cercle finalement. Et en plein milieu, on a le agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Donc, c'est pas nécessairement la première, elle est plus au centre. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ils ont mis ça au centre? Pourquoi c'est important? Ben parce que l'éthique, c'est la vie, Alexandra. Rien de moi. Non, mais comme société, on veut des gens qui sont capables de vivre ensemble, on veut des citoyens qui prennent des choix éclairés, rationnels, lucides, qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes. Donc, c'est tout ce qu'on veut développer. Pourquoi il est au centre, dans le fond, c'est que ça prend toutes les autres pour pouvoir développer. C'est le but à atteindre. C'est le but ultime du développement du citoyen, dans le fond, d'avoir des citoyens éthiques. On veut qu'on puisse utiliser le potentiel du numérique, mais en même temps éviter les embûches, connaître les défis, les enjeux aussi que ça met en cause. Donc voilà, c'est ça. C'est sûr qu'il y a quelques années, la citoyenneté numérique, c'était assez niché. C'était vraiment plus sur les comportements attendus, qu'est-ce qui était souhaité qu'on fasse en ligne, mais plus une approche comme moralisante. Mais avec les travaux que Benoît Petit, mon collègue, a menés autour de 2018, mais là, on a une vision de la citoyenneté à l'ère du numérique qui est beaucoup plus large qu'avant. Maintenant, on appelle ça la citoyenneté à l'ère du numérique, puis ça englobe vraiment plein d'enjeux. On parlait autant de médias sociaux que de temps d'écran, la désinformation, l'intelligence artificielle, les jeux vidéo, l'impact environnemental du numérique aussi, l'impact sur la santé mentale. Donc, tu sais, c'est ça, c'est pas quand on parle nous de citoyenneté à l'ère du numérique, là, puis de développer un citoyen éthique, là, c'est pas juste la cybersécurité par exemple, là, c'est très 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 englobant. Donc le cadre le reflète bien comme ça en mettant au centre. Ça touche vraiment à tout. Puis notre but dans le fond, notre approche, c'est vraiment de remettre l'élève, le citoyen au cœur de la réflexion, dans le fond, de pas juste lui dire qu'est-ce qu'il doit pas faire, puis qu'est-ce qu'il doit faire. C'est vraiment de comprendre les enjeux puis développer son pouvoir d'action puis son autonomie dans tout ça, parce que dans le fond ultimement chaque citoyen on se retrouve tout seul devant notre écran puis on prend nous-mêmes nos décisions puis on regarde pas une liste de ce que notre prof ou le gouvernement a dit qu'il fallait qu'on fasse, c'est nous qui prenons les choix. Fait qu'il faut qu'on comprenne qu'on ait réfléchi en amont sur l'impact que ça a. Est-ce qu'à l'école, c'est dans le programme scolaire, c'est agir en citoyenneté? Est-ce que c'est dans le cours d'éthique et culture religieuse? Est-ce que c'est dans le programme spécifiquement? Là, c'est qui les enseignants qui peuvent enseigner ça? Ouais, ben c'est ça l'affaire. C'est pas explicitement exigé par le programme de formation de l'École québécoise. On se rappellerait qu'au Québec, la réforme, le renouveau pédagogique, ça fait proche 20 ans. Quand même. Puis mettons qu'en 20 ans, le monde a beaucoup changé. La technologie aussi, le numérique, légèrement. Ouais, légèrement. C'était avant même qu'il y ait des médias sociaux. Là, fait que c'était pas explicite, c'est vraiment évident. Puis il n'y a pas un cours de ça en soi. Mais avec les domaines généraux de formation comme vivre ensemble et citoyenneté, il y a médias, environnement, consommation, santé, bien-être. Ça offre plusieurs portes d'entrée, d'angles pour aborder les différents enjeux. C'est sûr que en éthique, on a des thématiques comme la liberté, la justice, l'ambivalence de l'être humain, l'autonomie, puis l'avenir de l'humanité, dans le fond. Ça nous permet
de le traiter, mais le gros problème avec SCR, c'est que il aurait fallu, quand ça a été implanté, qu'on double, qu'on triple le nombre de périodes pendant les 10 dernières années. Mais finalement, c'est pas mal le contraire qui s'est passé dans plein d'écoles. Moi, personnellement, j'étais vraiment chanceux parce que ma direction croyait vraiment que l'éthique c'était la vie puis que c'était le cours le plus important pour les jeunes, pour la société. Fait que ils m'ont rajouté plein de périodes, j'ai eu mon option puis tout. Fait que, mais il y a 3 ans, quand j'ai sorti la tête de ma classe, je me suis rendu compte que ça se passait pas de même ailleurs puis que même il y a des départements qui sont disparus, des périodes qui ont été charcutées, ça a été donné par des gens qui sont pas formés. Bref, pour qu'on puisse faire vraiment de la réflexion éthique de qualité, ça peut pas vraiment se faire 50 minutes ou 2 semaines. Il faut qu'on en fasse plus fréquemment. Fait que en attendant, à moins qu'il y ait une nouvelle grande réforme du système, que là on décloisonnerait les matières puis qu'on puisse faire plus de réflexion. Dans le modèle actuel au Québec, ben nous on préfère former dans le fond toutes les profs, c'est parce que tout le monde peut en faire. Tu peux t'enseigner le français, l'édu, l'anglais, peu importe, là, toutes les matières, tous les profs doivent participer à développer la citoyenneté éthique des élèves. Fait que nous, on est plus dans cette approche-là. On accompagne tout le monde. Là. Bref, la réponse, c'est tous les profs, partout, tout le temps. Donc, c'est pas prescrit dans le programme, c'est vraiment tous les profs peuvent l'inclure selon la thématique qu'ils abordent. Exactement, c'est ça. Donc, puis il faut pas le voir comme de l'extra dans le fond. Là, tu continues à avoir, c'est le choix de sujet que tu vas avoir, la façon que tu vas l'aborder. Il y a plein d'angles d'entrée. Comme je te dis, vu qu'on a une vision assez large, tout le monde, tous les profs peuvent y trouver leur compte. Ça va dépendre dans le fond, dans leur planif, comment ils vont le faire. Fait que ça se fait, c'est ça, tout le monde est capable. Qu'est-ce qui s'est fait là, concrètement dans les écoles que tu as vues là, pour préparer les élèves, les guider? Là? Qu'est-ce qui se fait que tu as vu de concret? Là? Ben, c'est vraiment à géométrie variable là, à travers le Québec. Tu vas avoir des écoles qui vont... Puis il y en a plein qui sont en train de l'écrire en ce moment, là, qui vont inscrire la citoyenneté à l'ère du numérique comme une priorité absolue dans leur projet éducatif. Fait que là, toute l'équipe, c'est sûr que c'est là que c'est le plus puissant, là, quand toute l'équipe travaille dans le même sens, puis ils se partagent tout là. Moi, je vais traiter de ça, on va faire ça ensemble, puis il y a même des fois, il y en a qui font des semaines de ça. Donc ça, c'est vraiment Donc, ça se vit par tout le monde. Là. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal, mais ça, c'est l'exception aussi. Là. Ouais. Souvent, c'est des écoles qui vont avoir pris le virage numérique depuis quelques années, puis ils sont solides, ils sont rendus là, puis ils voient l'importance, puis ils réalisent, puis c'est ça se construit. Ils sont comme rendus comme au-delà du matériel, mettons. Tu vas avoir d'autres écoles que ça va être comme un prof, une poignée de profs super motivés qui vont partir quelque chose d'une initiative. Puis t'as des écoles qui sont pas là pantoute, là, sont encore dépatouillés Teams puis essayer de régler le Wi-Fi, puis c'est bien correct aussi. Donc des fois ça va prendre plus de temps, plus d'années, mais en voyant d'autres écoles faire aussi, en entendant parler, ben ça continue à évoluer puis à avancer, puis ça va être le cas pour les prochaines années. Mais tu me demandais dans le fond concrètement qu'est-ce que ça peut avoir là. Souvent ça commence par des activités d'apprentissage, de réflexion éthique en lien avec les différentes thématiques. Surtout quand dans ton milieu, s'il y a rien qui est amorcé, ben tu vas trop par où prendre la bête, ça peut te partir, ça peut commencer comme ça à te mettre en confiance puis à travailler des trucs avec les élèves. C'est pour ça dans le fond que nous au Récit d'épée du développement de la personne, on a créé des activités d'apprentissage gratuites libres de droit qu'on a rendues disponibles là, sur sitenum.ca. Puis même si notre mandat principal c'est l'accompagnement, la formation, on voulait répondre aussi aux besoins des profs là pour pas qu'ils partent là, parce que bon, tu le sais, comme prof, on manque de temps tout le temps. Fait que, commencer à développer des nouveaux trucs, qu'on n'est pas sûr de l'approche et tout, ben c'est le fun d'avoir du stock pour se partir, qui soit validé. Puis quelque chose de clé en main, qui des fois nous est le levier pour après nous laisser créer. Là. Ben oui, on a besoin de quelque chose pour démarrer, puis après, on se sent plus solide pour créer. Fait que effectivement. Oui, parce que c'est ça, les gens, c'est le fun quand ils utilisent une activité puis ils comprennent et tout, mais ce qui est vraiment trippant, c'est quand ils m'écrivent, qu'ils en ont développé par eux-mêmes. C'est comme l'étape suivante, parce que il y a personne qui connaît mieux ses élèves qu'un prof, hein, leur particularité. Puis je crois aussi beaucoup à la capillarité là, en éducation. Dans le fond, quand tant qu'il y a personne dans ton école qui le fait, ça se peut que ça se fasse pas, mais quand tu vois un prof le faire, que ça marche, les jeunes, ils trip, c'est tellement pertinent, dans le fond, de développer leur citoyenneté. À l'ère du numérique, là, ils baignent dans le numérique constamment. Fait que là, tu vois, ça va entraîner d'autres profs à vouloir s'y lancer, puis c'est souvent comme ça que ça peut fonctionner. Le plan numérique, là, c'est du préscolaire jusqu'à l'université.
comment ça peut être vu, le agir en citoyen et éthique à l'ère du numérique, là, du préscolaire à l'universitaire? As-tu des exemples? Ah oui, évidemment, ça va changer beaucoup selon la Oui, effectivement. Nous, on dessert préscolaire, primaire, secondaire, formation des adultes, formation professionnelle. Mais là, même, on a commencé à aider les cégeps parce que le besoin est tellement criant qu'on a commencé à les accompagner aussi. Tu sais, au préscolaire, tu vas avoir des activités comme on a ta photo, ma photo. Dans le fond, on fait réfléchir les tout petits sur le droit à l'image, puis on leur donne des trucs pour prendre des bonnes photos, puis ils demandent la permission à un adulte significatif de l'école de prendre sa photo. C'est vraiment cute comme petite activité. Donc, on peut commencer des petits trucs comme ça dès la maternelle. Mais au primaire, tu peux déjà commencer à parler d'algorithmes, utiliser des métaphores. Il y a plusieurs qui déjà commencent à aller sur Internet, fait que leur parler de désinformation, de trucage, d'images, des choses qu'ils voient passer. Même à la fin du primaire, en gros, si on est sur TikTok, on peut déconstruire des trucs, parler de comportement en ligne, de cyber-intimidation. Il y a gros des profs aussi qui vont explorer le codage, tu sais, de comprendre la mécanique. Tu sais, pas nécessairement parler des grands enjeux de l'intelligence artificielle, mais commencer à comprendre comment ça marche le code, les algorithmes. Au secondaire, ben là, souvent c'est ça, comme je disais, c'est des grands consommateurs de numérique, fait que ça devient super concret de pouvoir en parler, de parler de médias sociaux, de parler de jeux vidéo en classe. C'est sûr que là, l'école devient comme connectée avec leur réalité de quand, tu sais, c'est pas je suis à l'école puis je suis chez moi, tout ça s'imbrique. Puis au deuxième cycle du secondaire, ben là, tu peux aller vraiment loin avec eux autres. Là, tu peux leur parler d'Orwell, du capitalisme de surveillance, de l'impact environnemental du numérique, les enjeux de l'intelligence artificielle, tout sur la santé mentale, bref, tout l'impact du numérique, là, on peut vraiment les pousser. Puis c'est ça qui est vraiment hot, puis j'aurais pas su si j'avais pas été prof, avec peut-être l'image, souvent dans les médias, on voit comme les jeunes un peu comme paresseux, je sais pas trop, mais ils sont tellement allumés puis tellement brillants, puis tu peux aller tellement loin avec eux autres, là, fait qu'on se gêne pas. Quand on les écoute, hein, ils sont extrêmement intéressants là, quand on va au-delà des stéréotypes. Oui. Effectivement. C'est fantastique. J'ai vraiment une foi incroyable en la jeunesse. Puis quand on parle du professionnel, du collégial, ben là, souvent, c'est les enseignants, les enseignantes, sont attachés à un domaine en particulier, fait qu'ils vont plus traiter sous cet angle-là, dans ce domaine-là. Ils vont parler d'éthique professionnelle, ils vont parler des traces numériques aussi que tu peux laisser, puis ils vont penser aussi aux futurs employeurs. Bref, c'est chaque prof qui donne sa couleur, sa personnalité. Puis c'est la beauté de la chose. Tu nous as parlé brièvement de Sitnum, c'est sitnum.ca, si je me trompe pas, pour aller voir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça offre exactement? Oui, sitnum.ca, c'est comme notre plateforme, c'est le site internet où on a déposé toutes nos ressources libres, nos activités d'apprentissage. Nous aussi, on a un balado qu'on a mis là, qui peut être consulté, nos ressources pour les parents. Ce qui est le fun pour les profs, dans le fond, c'est qu'on est des profs. Fait qu'on connaît la réalité de la classe, on développe pas des trucs déconnectés ou irréalistes qui peuvent probablement jamais se faire. Dans le fond, le but, c'est de partager puis que ce soit le plus facile possible pour la majorité de se lancer. Mais aussi, sur sitnum.ca, ce qu'on veut faire, c'est fédérer tout ce qui se fait de bien au Québec en citoyenneté à l'ère du numérique. Pour que ce soit le plus simple pour les profs, mais même monsieur, madame, tout le monde, là, d'aller s'y retrouver. Puis, tu sais, de mois en mois, puis même pendant la pandémie, il y a plein d'organismes qui voient le jour, tu sais, parce que c'est ça, la société en général réalise l'importance de plus en plus. Fait qu'il y a plein d'organismes à but non lucratif qui se créent. Fait que nous, dans le fond, on travaille dans le même sens, là. Fait que le but, c'est pas de se compétitionner, là, c'est de s'aider entre nous, puis d'aider les jeunes de la société. Fait que c'est vraiment cool. Fait qu'on essaie de les répertorier là, sur notre site aussi. Peux-tu nous en partager quelques-uns, justement, des organismes qui travaillent là, au niveau de la citoyenneté numérique? Ah oui, mais il y en a plein. Il y en a beaucoup. Et de plus en plus, il y a le Ciel, l'agence Science Presse, Civix, Écran partagé, tel jeune le fait, les décrypteurs, les lignes parents, Héros de chez nous, Kids Code Jeunesse, Télé-Québec, Par ici la démocratie, Amilo Média, Algoralab, Pose ton écran, Activité, j'ai une liste là, parce qu'il y en a trop. Ouais. Les écrans, Équilibre, il y a Crypto-Québec, Fondation Jeune en tête, puis j'en oublie sûrement, là, mais c'est cool, là. Il y a de plus en plus d'acteurs comme ça. C'est fou, les ressources, il y en a beaucoup, là, effectivement. Ce sont des ressources, là, des fois, c'est pour les jeunes, des fois pour les élèves, des fois, c'est pour les parents et tout ça, là, finalement. Oui, c'est ça. Ça va au-delà de juste d'âge primaire, secondaire. Pour des profs, là, c'est pour tout le monde.
Et je déduis qu'on peut tous les retrouver sur sitnum.ca vu que vous faites justement tous ces liens-là. Exactement. Comment est-ce que les enseignants peuvent mieux se former puis mieux préparer leurs élèves? Ben, c'est sûr que travaillant pour le récit, je suis assez fier de ce réseau-là. Ouais. C'est cool, pour vrai, tu sais, les Français nous regardent, les Belges, le monde sont comme, c'est cool comme modèle. Fait que j'invite vraiment les profs là, à consulter leurs récits locaux, à suivre les formations en citoyenneté à l'ère du numérique ou à nous contacter directement, nous, l'équipe du récit d'épée, sur sitnum.ca pour de la formation, de l'accompagnement là-dedans. Donc, vraiment, le récit devient un acteur clé. Mais, tu sais, n'importe quelle recherche personnelle dans ces enjeux-là, puis le travail que vous allez faire par vous-même, il y a plein de façons de s'informer aujourd'hui. Puis du côté des élèves, comment ils peuvent se préparer, bien sûr, avec leurs enseignants, là, mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire? Ah oui, ils n'ont pas besoin d'attendre que le prof leur en parle. Effectivement. Le prof leur en parlera jamais. Il y a plein... s'il y a un livre que je peux leur recommander, il y a hashtag ma vie sous les algorithmes. Là. Personnellement, ce serait comme s'il y avait un cours de citoyenneté à l'ère du numérique. Ce serait mon manuel. Là, fait qu'ils peuvent lire ça, mais il y a plein de balados, tu sais, une fois qu'ils ont développé leurs outils pour départir le vrai du faux, puis avoir une pensée critique, puis aller s'informer à des sources fiables, ben là, l'Internet est ouvert, il y a plein de contenus de qualité. Ils peuvent aller voir, ils peuvent passer leur soirée sur Wikipédia, écouter des vidéos YouTube pertinentes, des balados. Donc, tu sais, il y a vraiment, c'est ça qui est hot, là, l'école à ce temps, c'est pas fini quand la cloche sonne. Tu peux en apprendre là-dessus. Puis, moi, j'invite, dans le fond, les plus motivés, ceux qui sont allumés, qui sont informés là-dessus, d'en parler puis de réfléchir avec leurs amis. De comparer leurs idées, dialoguer, leurs valeurs, les conceptions, tu sais, de quelle façon ils se ressemblent, de quelle façon ils divergent. Dans le fond, c'est comme ça qu'on se développe, qu'on réfléchit ensemble. Engager le dialogue. Ouais, engager le dialogue. Même chose que pour la capillarité, je parlais tantôt, ben ça se passe aussi chez les jeunes. Là. Souvent, si ta gang commence à en jaser, puis à réfléchir, puis à se mobiliser, ben c'est là que ça... Puis s'ils ont le courage peut-être d'engager le dialogue avec leurs parents aussi. Oui. Ça peut être intéressant comme souvent, c'est ça que les élèves nous disent. Dans le fond, c'est plus les jeunes qui sont allumés là-dessus, puis c'est les parents, ça passe souvent par les ados. Parce qu'on parle souvent là, des ados puis des erreurs qu'ils font sur les réseaux sociaux et autres, mais disons qu'il y en a beaucoup d'adultes aussi qu'on pourrait dialoguer. Oui, quand tu commences, les jeunes sont comme « Monsieur, nous, on fait pas ça, là, c'est nos parents, c'est nos madames, c'est nos... » Effectivement. D'après toi, c'est quoi l'apport d'un bon citoyen à l'ère du numérique pour le marché du travail là, puis leur emploi futur? Pourquoi ça les prépare bien? Ah ouais, c'est parce que, tu sais, dans le fond, aujourd'hui, nos vies personnelles puis nos vies professionnelles sont souvent de plus en plus imbriquées. Même chose pour notre présence en ligne puis notre vie physique. Là. Fait que même avant d'avoir ton premier emploi, dans le fond, t'es d'abord les traces que tu laisses en ligne. Puis, tu sais, c'est clair que les employeurs vont aller voir, vont te googler là, avant de t'engager. Puis, ils ont une image de marque à protéger, tu sais. Fait que ils veulent des gens compétents avec le numérique, mais pas des gens qui s'en servent n'importe comment. Fait que il faudrait valider avec des employeurs aussi, mais j'ai l'impression qu'ils vont choisir plus le candidat qui a une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. C'est pas nécessairement tout ce qu'il connaît plutôt que la façon dont il pense, qu'il réfléchisse. Parce que, tu sais, un emploi, ultimement, il y a de la formation, tu peux l'apprendre une fois que tu es engagé, mais, tu sais, développer sa pensée critique, une façon de penser, de réfléchir, ça se travaille sur des années, des années, des années. Fait que, tu sais, si t'as jamais travaillé ça, t'es rendu à 18-20 ans, ça va être un grand défi. Puis même, tu sais, maintenant, engager un employé naïf, tu sais, c'est une forme de danger pour l'employeur, là, parce qu'il y a de plus en plus de cyberattaques, puis la grosse majorité des failles, là, en fond, en cybersécurité, sont humaines. Fait que, si tu deviens comme un danger pour l'entreprise, fait que tu sais, t'as beau investir des milliers, des millions sur le matériel, sur les mises à jour, sur la cybersécurité, si t'as pas fait la mise à jour de tes employés en développant la citoyenneté à l'ère du numérique, ben tu mets ton entreprise à risque. T'sais. Effectivement. C'est ça, c'est la perspective employeur, mais tu sais, au-delà de ça, dans le fond, c'est comme toute la société là, qui gagne à avoir des citoyens ouverts au dialogue, tu sais, puis on le voit maintenant, là, ça devient tellement polarisé. On l'a vu beaucoup dans la dernière année. Tu sais, d'avoir un discours nuancé, des gens qui sont conscients de leur biais cognitif, puis des choses qui mènent à leurs émotions, qui jouent sur leurs émotions, tu sais, d'avoir des gens plus allumés à ça, puis plus bienveillants.
Ça serait vraiment fantastique. Là, je pense qu'on voit... Une meilleure société, finalement. Une meilleure société. Là, on réalise qu'on aurait dû le faire directement dans les années 90 quand Internet est arrivé, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Fait que j'espère qu'il y aura le plus de monde possible qui vont embarquer. Ben merci beaucoup, Alexandre. On va mettre tous les liens que tu as nommés, peut-être pas tous les liens de chacune des organisations parce que la description de l'épisode va être énorme. On va mettre le lien vers sitnum.ca. C'est l'adresse excuse-moi, je pense que je le prononce pas comme il faut. CITNUM.ca. Oui, on va aller mettre ça dans la description de l'épisode pour qu'on retrouve facilement tout ce que tu as mentionné. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Merci à toi pour tout ce que tu fais. C'est vraiment cool. Alors, Danny, je te laisse réagir en premier à la super entrevue avec mon collègue Alexandre. Ben oui, wow, quelle belle entrevue. Honnêtement, j'ai vraiment super aimé ça. C'était très intéressant. Puis ça faisait un pont vraiment intéressant avec ce que Jean-François nous avait parlé dans l'épisode numéro 2. Il a donné tellement d'exemples, plein de points, puis je sais que tu vas mettre en descriptif là, des liens vers où il nous guide. Là, puis de ce il y en avait beaucoup, là, des organismes qui font ça. Donc, tous les liens vont être dans la description de l'épisode. Fait que c'était vraiment intéressant, tous les exemples qu'il a donnés puis tous les liens qu'il a donnés. Moi, ce que j'ai bien aimé, là, c'est quand il a dit « L'école, c'est pas fini quand la cloche elle sonne ». Ouais. Tu sais, aujourd'hui, l'école, c'est continuel. Il a donné des exemples de YouTube qu'on peut continuer à s'éduquer. Fait qu'on revient à ce que Jean-François disait par rapport à soft skill, hard skill. Tu sais, dans le fond, c'est jamais fini. On peut continuellement continuer à s'éduquer, à apprendre des nouvelles compétences. Mais ce qui est vraiment important, c'est tout le lien de l'éthique dans ça. Parce que vu qu'on continue après, c'est pas juste à l'école qu'on apprend. Il faut avoir un esprit critique sur ce qu'on va trouver pour apprendre des bonnes affaires. Je m'en vais dans YouTube puis j'apprends des choses. Il faut que je sois capable d'avoir un bon esprit critique pour m'assurer que ce que j'apprends a du sens puis que je vais être bien guidé dans ça. Puis peu importe l'âge, hein, on est adulte, mais je suis un ado de 12, 13, 14 ans, ben faut que je développe cet esprit critique-là, même quand j'apprends sur YouTube. T'sais. Exact. Ensuite, il a parlé aussi de cybersécurité puis des mises à jour des employés. Fait que ça faisait le lien avec ce qu'on discutait. Hein? C'est important que l'école développe cette compétence-là ou cette compréhension-là chez les étudiants. J'ai beaucoup aimé aussi quand il a parlé de vie personnelle et vie professionnelle, que c'est de plus en plus imbriqué. Fait que c'est vraiment, on voit vraiment le lien avec ce qu'on a discuté avec Jean-François. Tu sais, c'est très bien fait. Puis il a fait une phrase qui fait référence à soft skill, hard skill encore, quand il a dit la tête, j'aime mieux une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Ça résume excessivement bien ce qu'on préconise, toi puis moi, puis ce qu'on a vu dans l'entrevue. Donc, moi, ça fait vraiment le pont parfait avec l'entreprise, le plan numérique, comment c'est amené à l'école, comment on l'amène en entreprise, hein, la tête bien faite plutôt que la tête bien pleine, les attitudes. On n'est pas là pour leur bourrer le crâne, là. On est là pour qu'ils développent des habitudes, qu'ils choisissent avec quoi ils vont la remplir. C'est sûr qu'on peut influencer un peu avec quoi ils vont la remplir, mais on veut qu'ils soient capables là, de cette réflexion-là et tout, là. Ouais. Fait que moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu durant cette entrevue-là, puis c'était une très belle entrevue. Chapeau. Moi, de mon côté, j'aime qu'il ait mentionné que ça appartient pas seulement aux cours d'éthique et aux enseignants d'éthique d'amener le tout. Je trouve ça malheureux justement qu'on n'ait pas plus de cours d'éthique où on y pense un peu plus puis on amène ça un peu plus. Par contre, il y a moyen de le faire dans toutes sortes d'autres matières. Par exemple, on pourrait lire des textes en français sur l'impact des algorithmes. On pourrait en discuter en anglais puis écouter un documentaire sur les médias sociaux, par exemple. Des profs d'éducation physique pourraient parler d'un équilibre de vie puis comment l'hyperconnectivité peut venir jouer sur ton humeur et sur ta motivation et autres. Donc, c'est la responsabilité de tous. C'est sûr que ça serait le fun de dire le ministère a déterminé tout ce qui doit être dans le programme, mais il y a une responsabilité de tous et chacun, au-delà de ce qui nous est imposé par le ministère, de dire, on va en discuter, puis je vais essayer de voir si ce que j'aborde présentement peut pas amener ce côté-là de réflexion éthique et tout dans ma matière. C'est pas obligé d'être un ajout, là. Ça peut se faire dans tous les cours. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas
une matière, le numérique à l'école, hein. C'est Non. un plan qui touche à toutes les matières. Puis j'aimais ça quand il parle de ça aussi. Puis on peut amener cette réflexion-là dans notre choix d'outils. Pourquoi tu as choisi tel outil versus un autre pour ce projet-là que je t'ai demandé, d'amener l'élève à réfléchir. Mais ça se fait dans n'importe quelle matière. Puis j'ai aimé aussi voir qu'on pouvait en faire dès le préscolaire. Là. Il a donné des exemples d'activités qui sont faites avec des tout petits pour réfléchir à son exemple, là, ta photo, ma photo, je crois que ça s'appelait, où c'était le droit à l'image finalement. Est-ce que je repartage? Je vais demander la permission avant de prendre une photo. Tu sais, on est vraiment dans des activités qui sont tout à fait accessibles à tous les niveaux. Puis ça allait, là, ils sont en train de développer des choses au niveau collégial aussi. On voit que c'est important là à vraiment tous les niveaux. Ouais. Je termine avec les différents liens, là, comme tu as dit, vont être dans l'épisode, mais il a mentionné un livre, Ma vie sous les algorithmes, là, je vais me le procurer. Je l'ai pas lu, je trouve ça super intéressant. Alexandre a toujours des super suggestions de lecture. Il l'a pas mentionné là dans l'épisode, je lui ai pas posé la question non plus, mais il m'avait proposé un livre qui s'appelle Faire la morale aux robots de Martin Gilbert, un tout petit livre qui se lit, c'est du bonbon à lire là, c'est vraiment bien. Ça parle c'est comme une introduction à l'éthique des algorithmes. Donc quelqu'un là qui veut avoir un petit peu plus de connaissances, c'est pas un livre qui est lourd à lire là, c'est pas quelque chose de très complexe. Ça fait réfléchir, ça amène des idées de discussion. Donc on va mettre les liens des deux livres aussi dans la description de l'épisode. Je trouve que ça c'est un ajout, on peut s'instruire nous-mêmes effectivement, et aller lire. On pourrait surfer longtemps sur l'éthique dans les algorithmes. Là. Il y a plein de cas d'exemples là, sur des biais cognitifs qui sont intégrés dans des algorithmes basés sur justement le data qui était pré-biaisé. Donc, on pourrait surfer longtemps sur ça. C'est justement abordé là, dans le livre de Martin Gilbert. Là. Puis je trouve que c'est abordé d'une façon que tout le monde peut comprendre. On n'est pas dans comprendre là, comment je code et comment on n'est pas dans quelque chose de complexe. On est vraiment dans une réflexion de savoir et d'avoir les bonnes questions posées. Donc, je me permets d'ajouter cette suggestion-là qui me venait justement d'Alexandre Chenette. Je peux pas aussi passer à côté, là, je vais faire une petite plug, si tu me permets. Je vais parler de identiténumérique.org, qui est un projet qui a été réalisé à mon propre centre de service scolaire à Laval par mes collègues. Ben oui, il faut que je plug mes affaires de temps en temps. Mais le site identiténumérique.org est disponible là, pour tout le monde. Si vous voulez aller voir, on va mettre le lien dans la description aussi de l'épisode. Il est disponible d'ailleurs sur sitenum.ca. Là, c'est une des ressources qui est proposée. Ce que c'est un site qui présente des capsules qu'on peut visionner en classe avec les élèves. Les activités de discussion sont fournies, les réflexions et tout. Ça a été réalisé avec un groupe d'enseignants et des conseillers pédagogiques en intégration du numérique. Et le projet est présentement cette année en phase 2, donc on peut s'attendre à de nouveaux vidéos, de nouvelles activités qui vont être disponibles. Donc, je me permets de plugger le bon travail de mon centre de service. La plug est finie. Là, on va parler prochain épisode. Notre prochain épisode, ça sera sur développer et mobiliser ses habiletés technologiques. Ça encore aussi, une fois, c'est costaud. Ça risque d'être 2 épisodes. Donc, on vous attend dans nos prochains épisodes. À bientôt.